Michel Mafizoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Vous dirigez également à la Sorbonne un grand centre international d'études sur l'actualité et le quotidien. Nous allons donc forcément parler un peu de notre société d'aujourd'hui. Vous êtes en Vendée, d'ailleurs, ces jours-ci, pour donner une conférence dans le cadre des invités du CERA. Une conférence qui a un titre qu'il faudra m'expliquer. Apocalypse ou réenchantement, la crise est dans nos têtes. C'est le titre d'un de vos livres, je crois. Oui, de deux de mes livres, Apocalypse, où j'essaie de montrer, à l'encontre de ce qu'on dit d'habitude, d'une manière catastrophiste, que l'apocalypse, dans son sens étymologique, c'est la révélation d'autre chose. Voilà. Et moi, je pense qu'en effet, il y a la décadence de ce qui a constitué ce qu'on appelle, dans notre jargon, la modernité. C'est-à-dire les 3 siècles qui viennent de s'écouler, le grand cycle moderne, le cartésianisme, la philosophie des Lumières, les grands systèmes sociaux du 19e siècle, ce qui a donné la société moderne. C'est d'ailleurs, je vous coupe, excusez-moi, parce que je voulais, vous savez, à chaque fois, on va faire très simple, à chaque fois qu'on interviewe un sociologue ou qu'on regarde à la télé un sociologue, on a un peu peur de ne pas avoir tout compris, tout assimilé de l'interview. Donc j'avais envie, pour une fois, de faire presque de la pédagogie. Et puisque vos thèmes sont très intéressants, puisqu'on vous connaît depuis 30 ans, au moins, vous les défendez en tout cas depuis 30 livres, j'avais envie d'expliquer un petit peu justement cette théorie que vous avez de ce passage de la modernité à la post-modernité qui naîtrait, d'après vous, d'où naîtrait un peu la difficulté de nos sociétés d'aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que, soyons clairs, quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, c'est très simple, c'est pas la peine de faire de la grande théorie. On se rend compte qu'il y a des grands cycles. Que pendant 2-3 siècles, une manière d'être marche. Ça a été, je ne sais pas moi, les sociétés primitives, ça a été le Moyen-Âge, ça a été l'Empire romain, ça a été la Renaissance. La modernité, c'est pareil. C'est-à-dire un cycle où il y a des grandes valeurs, l'importance du travail, la raison, la foi en l'avenir, le mythe du progrès. Bon, voilà la modernité. Là. Donc ça, c'est plutôt le 18e? Alors c'est 17, 18, 19e siècle. Et je pense que ça s'achève avec les années 50 du 20e siècle. C'est-à-dire les révolutions juvéniles des années 60, par exemple, on voit bien comment une manière d'être se termine. Et donc c'est ça l'apocalypse. On voit bien que quelque chose tombe. Et nous y sommes donc encore depuis 50 ans. Voilà, ça prend toujours du temps. Ça prend plusieurs décennies avant qu'on passe d'un cycle à un autre. Et c'est ce passage que je suis en train d'analyser. Passage de la modernité à ce que, faute de mieux, on appelle post-modernité, et qui est en particulier, je dirais, bien vécu par les jeunes générations. C'est-à-dire la société officielle reste, encore une fois, sur les grandes valeurs modernes. Ces jeunes générations se reconnaissent plutôt dans le vivre au présent, se reconnaissent dans l'importance du corps, et pas simplement de la raison, se reconnaissent dans l'importance, en quelque sorte, de l'imagination. Vous voyez, des quantités d'éléments de cet ordre. Et c'est ce passage que j'essaie de décrire, c'est ce passage que j'appelle apocalypse. Voilà. Donc d'après ce que vous dites, aujourd'hui, entre ce qu'on appelle l'intelligentsia, les politiques, les journalistes, etc., et les jeunes générations, il y a une sorte d'incompréhension ou de fossé? Disons qu'on peut le dire au travers de 2 mots. Il y a la société officielle. Voilà, c'est parce que vous avez utilisé le mot. Cette intelligentsia, c'est-à-dire universitaires, journalistes, politiques, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire. Voilà, société officielle. Et puis il y a une société officieuse, je dirais, qui est représentée en particulier, mais pas uniquement, par ces jeunes générations qui ne se reconnaissent plus tout à fait dans ceux qui, encore une fois, sont censés les représenter. Voilà. Donc là, il y a un décalage qui est important, qui est grave d'ailleurs, à mon avis. C'est quand il y a quelque chose de cet ordre, c'est à ce moment-là que surgissent les discours un peu extrémistes, ou les discours de haine, les discours de xénophobie, les discours de racisme, qui peuvent être d'extrême droite ou d'extrême gauche, de mon point de vue, vous voyez, mais qui n'apparaissent que quand, justement, l'élite ne sait plus dire ce qui est vécu. Et je crois que nous sommes dans un de ces moments. Alors c'est pour ça que je dis apocalypse, c'est pour ça que je dis aussi la crise est dans nos têtes. C'est-à-dire la crise n'est pas simplement économique, elle n'est pas simplement financière, ou plus exactement, ce ne sont des conséquences que de quelque chose de plus grave, qui est que, voilà, on n'a plus conscience de ce que l'on est, et donc on n'a plus confiance en ce que l'on est. Voilà, si vous voulez.
On serait tenté, évidemment, de vous demander quelle solution à cela, mais vous allez me dire, moi je suis sociologue. Voilà, moi c'est pas mon métier, mais je comprends que c'est le travail, je dirais, des politiques, c'est le travail, en effet, éventuellement des journalistes, de ceux qui ont une fonction de responsabilité. Laissons aux intellectuels, enfin moi c'est ainsi que je comprends mon travail, comme étant en quelque sorte la nécessité de faire un constat. Si je puis dire, de faire la photo la moins fausse possible de ce qui est et non pas de ce qu'on aimerait qu'il soit. Voilà, donc moi je ne peux pas aller plus avant que de décrire ce glissement, ce passage d'un ensemble de valeurs à un autre ensemble de valeurs, et de montrer que c'est pour ça que nos institutions ne marchent plus, que ce soit l'institution familiale, que ce soit l'institution syndicale, l'institution politique, que ce soit les grandes institutions... La défiance vis-à-vis du politique est aujourd'hui... est très forte, elle est très forte, si vous voulez. Il faut dire les choses comme elles sont. Il suffit de voir quel est le taux d'abstention. Exactement. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'outre ce taux d'abstention, il y a des non-inscrits sur les listes électorales. Les jeunes ne s'inscrivaient pas forcément. Maintenant, c'est un peu différent, mais enfin, ils ne s'inscrivaient pas. Voilà, ce pour montrer que, dans le fond, actuellement, un élu est un minoritaire dans ce pays. Et il ne faut pas s'en réjouir. C'est-à-dire que ça montre bien que le grand mécanisme de représentation ne fonctionne plus. Et c'est pour cela qu'on peut voir émerger des processus, encore une fois, extrémistes, sous ces diverses formes, que ce soit extrémistes de gauche ou extrémistes de droite, qui ne font que, un peu comme des boutons sur un corps, qui montrent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps, si je puis dire, voilà, dans le corps social, dans la matière, voilà. Oui, donc on est dans un de ces moments, mais il ne faut pas être pessimiste, c'est-à-dire c'est le glissement, c'est pour ça que je dis apocalypse, pas dans le sens péjoratif du terme, mais quelque chose tombe, et dans le même temps, il y a tout de même des nouvelles formes de générosité, des nouvelles formes de solidarité. Et j'en parlerai, et j'en parle souvent dans mes livres, comment, dans le fond, Internet ou les nouveaux moyens de communication interactive sont en train de favoriser ces nouvelles formes de solidarité et de générosité, en particulier chez les jeunes générations. Alors, ils ne se retrouvent plus, j'ai dit, dans les institutions officielles. En même temps, ils sont en train de créer une vraie vie. Et c'est cette vie que j'essaie d'analyser. Dans votre dernier livre, tout frais, tout juste sorti, Homo eroticus, c'est donc de cette jeunesse, de cette nouvelle génération que vous parlez en premier lieu, que vous analysez en premier lieu? Oui, je dirige un centre, vous l'avez dit, qui s'appelle le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien à la Sorbonne. Nous avons d'ailleurs un gros pôle au Brésil et un pôle à Séoul, Tokyo. Et on essaie d'analyser justement quelles sont ces nouvelles valeurs juvéniles. Cette société de demain, déjà la société d'aujourd'hui. Et dans ce livre, qui a un nom comme ça un peu curieux, Homo eroticus, le sous-titre c'est des communions émotionnelles. C'est-à-dire, j'essaie de montrer que ces jeunes générations ne se retrouvent plus forcément dans l'homo sapiens, purement rationnel, purement maître de ce qu'on a appris à l'école, d'une certaine manière. Et qu'eux sont en train de créer, de bricoler des nouvelles valeurs. Alors, eroticus, pour dire que l'important, c'est l'émotion. Ce sont les affects. Ce sont les passions collectives. C'est les grands rassemblements musicaux, les grands rassemblements sportifs, les grands rassemblements consommatoires. Tout est bon. Et puis finalement, même politique, parce qu'on met de plus en plus de la musique. Voilà, moi je trouve que les grands rassemblements politiques sont également... moi je vois, pour les rassemblements de mon âge, il y avait un peu de musique, je dirais, à la fin de quelque chose. Tandis que là, le discours politique occupe la portion congrue. Voilà, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est bon pour faire la fête. Et plus exactement, tout est bon pour vibrer ensemble. Voilà. Et donc c'est intéressant de voir comment, c'est ce que j'appelle des communions émotionnelles, comment cela, en termes d'épidémiologie, si je puis dire, est en train en quelque sorte de contaminer l'ensemble du corps social. Soyons clairs, pour le meilleur et pour le pire. J'ai bien dit que moi je ne porte pas un jugement. Oui, c'est ça. Parce qu'on serait tenté à chaque fois de vous poser d'aller plus loin et de vous demander si votre regard, mais vous n'allez pas nous donner votre regard. Non, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Et puis il faut qu'on respecte les fonctions de chacun. Moi, j'essaie d'éclairer, j'essaie de montrer ce qui est. J'essaie encore une fois de faire des constats. Après, c'est aux responsables politiques à prendre leur responsabilité en fonction justement du diagnostic que moi je peux faire. Voilà. Donc je fais un diagnostic en disant. On ne peut plus continuer à penser le vivre ensemble uniquement à partir de l'homme rationnel, à partir du contrat social. Mais de plus en plus vont émerger, et c'est intéressant le mot, des pactes émotionnels.
Voilà. Et donc, voilà, moi j'essaie de le montrer, et après c'est aux responsables, qu'ils soient de quelque ordre que ce soit. Hein, par exemple, je parle très souvent pour des chefs d'entreprise, bien eux aussi, ils ne peuvent plus manager à partir des grandes catégories qu'ils avaient apprises. Ils sont obligés de tenir compte des nouvelles valeurs de ces jeunes générations pour bien manager leur entreprise, par exemple. Voyez. Ils le font de plus en plus, d'ailleurs, Internet. Alors, moi, je le pense. Moi, je suis très souvent sollicité par des chefs d'entreprise qui se rendent bien compte qu'ils ne pourront bien produire, qu'ils ne pourront bien manager, qu'ils ne pourront bien gérer leur affaire que si, justement, ils saisissent quel est le climat. Quel est l'esprit du temps, voilà. Donc mon propos, moi je dis bien, c'est d'être un climatologue, hein, c'est-à-dire en quelque sorte de décrire quel est le climat. Voilà. Un météorologue, quelque chose. Est-ce que votre rôle est aussi de tirer les signaux, le signal d'alarme, ou juste de photographier? Non, moi je veux pas. Je dis bien, hein, c'est un problème d'ailleurs pour beaucoup d'intellectuels qui, obnubilé par une conception un peu marxisante, il faut bien le dire, ou socialisante, à mon avis, qui est dépassée et déphasée, continue à tirer des signaux d'alarme, etc., et à porter des jugements de valeur. Moi, je ne porte pas un jugement de valeur. Hein. Je fais un jugement de fait. Hein, c'est-à-dire, je dis, voilà ce qui est, et non pas ce qui devrait être. Je dis ce qui est. Après, chacun d'entre nous a à se débrouiller par rapport à ça, dans sa vie professionnelle, familiale, politique ou autre, ça c'est autre chose. Mais il faut d'abord respecter, Max Weber le disait, hein, la distinction entre le savant et le politique. Hein, moi, je m'inscris dans une lignée qui est celle, entre guillemets, prétentieusement du savant, hein, c'est-à-dire je fais cette description. Après, ben voilà, chefs d'entreprise, hommes politiques, décideurs de tout poil vont être amenés à tirer les conséquences qui s'imposent. Encore faut-il qu'ils acceptent de reconnaître ce qui est, et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit. Ce serait presque la conclusion. Juste très rapidement, bien que vous l'ayez un peu dit pendant l'interview, est-ce qu'on peut déjà, de ce que vous remarquez, donc on l'a bien compris, cette crise n'est pas seulement une crise économique, c'est une crise de société, un passage, apocalypse au terme étymologique du terme. Est-ce que vous pouvez déjà donner, en quelques mots juste, les grandes lignes de cette fameuse société postmoderne qui émergera avec les nouvelles générations? Oui, enfin, on peut comparer. Vous la voyez comment? On peut comparer à ce que fut la Renaissance, hein, c'est-à-dire quelque chose où l'importance est mise sur le corps, sur l'imagination, sur le plaisir d'être, sur une conception beaucoup plus entière. Hein, non pas un individu simplement rationnel, qui renvoie la jouissance à demain, mais au contraire s'accorder à ce qui est une conception beaucoup plus écosophique du monde, je dirais, hein, dans le sens une sagesse de la maison commune, un nouveau rapport à la nature, je dis bien un nouveau rapport à son corps et à l'imagination. Le mot qui me paraîtrait convenir pour cette société, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout pessimiste, je pense qu'il y a des nouvelles formes de générosité, des nouvelles formes de solidarité, c'est cette idée d'avoir une conception de l'homme d'une manière entière, et pas un morceau de l'homme. Et il se trouve que ces jeunes générations ont cette conception entière de l'humanité, et c'est plutôt heureux. Michel Maffezoli, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Homo eroticus, aux éditions... C'est aux éditions du CNRS. Merci infiniment. Voilà.